Bonjour, très heureux de vous retrouver cette année au Salon international de l'agriculture pour cette émission Stop Intox. Nous sommes sur le stand de SEMAE qui nous accueille comme chaque année. Tous nos remerciements vont évidemment aux dirigeants de SEMAE. Pendant 8 jours, nous allons évoquer toutes les questions qui préoccupent le monde de l'agriculture, les agriculteurs et puis aussi les consommateurs que nous sommes. Alors c'est une première émission. C'est une journée un peu particulière, hein, la journée d'ouverture. Il y avait un monde fou ce matin avant l'ouverture des portes. Ça témoigne du fait qu'il y a toujours beaucoup d'intérêt pour le salon de l'agriculture. Il y avait des agriculteurs mais aussi des visiteurs. Le président de la République est dans le hall A. Nous sommes dans le hall B. Le hall A a été fermé à la circulation, si je puis dire. En tout cas, il est très compliqué d'y accéder. Et je vais d'abord vous présenter mes invités pour cette première émission que nous avons choisi de centrer sur les difficultés et les solutions qui sont mises en œuvre. Ils résistent à la crise. Ils vivent la crise, mais ils résistent à la crise. Je vais vous présenter mes invités, à commencer par Franck Sander. Bonjour, Monsieur Sander. Bonjour. Vous représentez la Confédération, vous êtes président de la Confédération Générale des Betteraviers. Et puis Christiane Lambert. Bonjour. Bonjour Christiane, vous êtes l'ancienne présidente de la FNSEA, mais surtout vous représentez la Fédération des charcutiers traiteurs. On va parler industrie, transformation avec vous. Et puis nous attendons Jean-Michel Scheffer. Alors Jean-Michel Scheffer, c'est le président d'Envol. C'est la volaille, le secteur de la volaille. Il est quelque part, bon, je vous le dis, hein, c'est la première. C'est une journée un peu compliquée. Hein. Oui. L'expérience, vous le savez, non, Christiane? La première journée, c'est compliqué. Il y a un facteur de polarisation qui s'appelle le président de la République. Tout le monde a un petit mot à lui dire, en particulier cette année. Pourquoi cette année? Parce que nous avons vécu une année particulière. Le monde agricole a vécu une année particulière. Moi, je me rappelle de la colère des agriculteurs de l'hiver dernier. Je me rappelle aussi des différents épisodes politiques au cours des mois écoulés. On a perdu beaucoup de temps. Il y a la loi d'orientation agricole qui est en instance, le pacte vert qui a été retravaillé, la loi du plomb. En tout cas, on a perdu beaucoup de temps et les agriculteurs attendaient beaucoup de réponses, enfin, en tout cas beaucoup de questions. Alors, je voudrais commencer par cette question avec vous, Christiane Lambert. Quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées cette année? Et puis on se demandera dans la deuxième partie comment vous les avez vaincus, si vous les avez vaincus. Alors, la Fédération des industriels de charcuterie en France, c'est 400 entreprises, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 32 000 salariés, des entreprises partout sur le territoire et qui transforment 75% des ports français, d'où mon attachement à ce secteur. Et sur l'année 2023, nous avons une étude de la Banque de France cofinancée par Force Agrivert, je dis ça devant le président Franck Sander, et par l'interprofession. 30% des industries de notre secteur ont été dans le rouge. Pourquoi ? Parce que toutes les charges ont augmenté. Je vous ai donné les chiffres et je vais les citer rapidement. L'énergie a augmenté de 48% entre 2021 et 2024. Le transport, la logistique a augmenté de 20%, l'emballage a augmenté de 20%, le port a augmenté de 43% et enfin la main-d'œuvre, le travail a augmenté de 13%. Face à toutes ces hausses de charges, nous aurions eu besoin de passer des hausses. Malheureusement, vous savez toute la difficulté de passer des hausses auprès des distributeurs, très concentrés, et nous ne les avons pas eues. Alors comment on fait face? Où est-ce que vous en êtes là en ce moment? Puisque au moment où on échange, c'est le rendez-vous du Salon de l'agriculture, mais c'est aussi le rendez-vous de négociation, des boxes de négociation dans la grande distribution, dont on dit d'ailleurs que c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Oui, c'est vrai, ça se passe mal. Il y a eu un comité de suivi des relations commerciales lundi, présidé par deux ministres, Mme Genevard et Mme Louvagie. Et le constat, c'est que les distributeurs font tout pour contourner les lois alimentation. Ils ont installé des plateformes à l'étranger, une de plus. Nous en avions 2, il y en a aujourd'hui 3. Donc ce sont des négociations tendues. Je les ai entendus dire on va être aidants avec les PME. C'est pas vrai. Ils ne le sont pas autant qu'ils le disent.
À ce jour, tout n'est pas signé, loin s'en faut. Et là où nous voulions des hausses, Dominique Chargé a dit qu'il nous faudrait 5% de hausse. Les distributeurs osent proposer moins 3, moins 4, moins 5 de déflation. C'est pas sérieux. Et le risque, c'est qu'on perde les industries, qu'on désindustrialise la France et qu'on perde aussi une capacité à transformer la production française. Pour la souveraineté, il faut à la fois la production et la transformation. Quelle est la géographie, rapidement, on va évoquer le secteur de la betterave, mais quelle est la géographie de votre secteur? Ce sont de très grosses entreprises et des PME et des entreprises de taille intermédiaire? Alors, dans la fédération FIC, la Fédération des industries de charcuterie, il y a 3 grands, AOS, Fleury-Michon, Erta. Tous les autres sont des PME et des TPE. 96% du tissu économique de la transformation du porc, ce sont des PME qui ont entre 50 et de 300-400 salariés, mais une grande majorité sont des TPE. Difficulté de recrutement, difficulté aussi avec tout l'administratif. Beaucoup d'entre eux ont audit sur audit, contrôle sur contrôle, et nous disent passer un temps fou en travail d'administration, du travail non productif et du travail qui les pénalise, qui perd du temps beaucoup. D'ailleurs, comme ce que vivent les producteurs, c'est dit souvent par les producteurs. Alors, on évoquera précisément cet aspect. Ça fait partie des sujets de revendication des agriculteurs, des éleveurs, des producteurs en France, simplifiés. J'ai compris qu'il y avait un étage de simplification dans le nouveau pacte vert et un projet dans les lois d'orientation agricole. On va voir si c'est le cas, si vous êtes satisfait. Mais je me tourne vers vous, Monsieur Sander, président du secteur de la betterave. Alors on l'a beaucoup évoqué parce qu'on a, c'est le dossier des néonicotinoïdes. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue? Est-ce que les obstacles ont été levés ou est-ce que vous rencontrez toujours les mêmes difficultés? Écoutez, les agriculteurs aujourd'hui souffrent de manière générale parce que moi-même je suis agriculteur, hein, donc je suis producteur de betteraves, mais pas que, hein, mais également de la grande culture, producteur de houblon. Et en fait, dans toutes les productions toutes les cultures que je produis sur ma ferme, en fait, j'ai un manque de visibilité, que ça soit sur les prix, mais surtout que ça soit sur les moyens de production. Et donc en fait, c'est ça qu'on revendique au quotidien, c'est-à-dire que soit à un moment donné, on impose des clauses de réciprocité des normes à nos frontières européennes. Et ça n'est pas le cas. Et ça n'est toujours pas le cas. Et ça n'est toujours pas le cas. Et même si la loi demain sera votée, donc ça veut dire qu'on avance, mais même si la loi sera votée, l'Union européenne aujourd'hui est dans l'incapacité de structurer le contrôle à la fois à ses frontières, mais également de structurer le contrôle dans les pays qui exportent vers l'Union européenne. Là, je voudrais vraiment qu'on s'arrête une seconde pour comprendre. Une des revendications des organisations syndicales, c'est notamment le contrôle a priori. C'est-à-dire ex ante, avant même que les produits n'arrivent sur le marché. On prend l'exemple du Mercosur. Vous savez, une des revendications des agriculteurs, c'est que les contrôles sanitaires sur la qualité de la production soient faits non pas au Havre, dans les ports français, mais au point de départ. Ça ne sera pas le cas ? La différence, vous voyez, entre les Chinois et nous, c'est que les Chinois, quand ils vont acheter des produits français, ils se rendent dans les entreprises. Christiane, elle peut en témoigner. Ouais. Ils vont regarder comment ça se passe, ils regardent la traçabilité, ils vont jusque dans les fermes. Et puis ensuite, c'est à ce moment-là qu'elle donne le tampon. Ouais. Pour pouvoir exporter ou importer vers la Chine. Mais quand on est chinois et quand on est dans un port chinois, là aussi il y a encore une fois double contrôle, on vient vérifier si la marchandise elle est conforme, etc. Nous, l'Union européenne aujourd'hui, elle n'est pas du tout structurée pour pouvoir les contrôler localement. Par contre, elle souhaiterait déléguer entre guillemets ces contrôles aux agences locales. Donc quand on sait comment fonctionnent tous ces pays-là où comment dire, l'administration n'est pas structurée comme ici et pas toujours transparente et fidèle. Mais de loin pas. On sait très bien que l'argent liquide circule beaucoup mieux que l'argent à travers les virements. Et donc en fait, j'ai pas envie de dire que tout est corrompu, mais il y a quand même une espèce, d'amitié ou de relationnel qui se noue en local et donc auquel on peut pas faire confiance. Donc dans tous les cas, il va falloir que l'Union européenne se structure pour aller contrôler ces importations. Question, d'où viennent ces productions concurrentes des vôtres ? Alors, je voudrais encore insister sur un point, c'est que l'Union européenne, là on est déjà en train de parler de la phase technique, alors même que tous les accords aujourd'hui, ou de la majorité des accords, il n'y a aucune clause de réciprocité des normes. Donc d'abord il faut que l'Union européenne, elle vote des lois, qu'elle revoie l'ensemble de ces accords. On est sur un marché ouvert, hein, mais pour ça il faut qu'on soit tous logés à la même ancienne et qu'on soit tous à pied d'égalité, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, je repose ma question, je comprends bien, réciprocité, clause miroir, c'est ça. On impose aux produits qui rentrent sur le marché français les mêmes contraintes que les produits qui sont français, cultivés en France.
qui sont vos concurrents et d'où viennent ces produits qui ne respecteraient pas ces clauses miroirs? Ben, le Mercosur concerne majoritairement la filière, c'est vrai, betterave sucrière que je préside. Hein. Donc là, il est question d'éthanol, il est question de sucre qui sont produits avec des normes qui ne respectent absolument pas les nôtres. Juste pour vous donner une idée, dans la production sucrière, c'est 50 molécules qui sont autorisées dans ces pays-là, le Brésil ou l'Argentine, et qui sont interdites en France ou en Europe. Pardonnez mes questions, elles sont peut-être un peu naïves. Est-ce que les Européens, est-ce que à la direction de la concurrence en Europe, est-ce qu'à l'échelon politique, ces éléments sont connus? Bien sûr qu'ils sont connus, sauf que la DG Agriculture, donc la commission de l'agriculture, globalement nous entend, elle a envie d'avancer, la clause miroir, ça rentre dans les discours, ça commence à percoler. Par contre, la DG Trade, le commerce, celui qui négocie l'accord de libre-échange, en fait, il vous dit quoi? Il vous dit juste qu'à partir du moment où le produit qui rentre dans l'Union européenne respecte les normes sanitaires alimentaires, en fait, il n'y a plus d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on pollue la nature, qu'on utilise des molécules interdites en Europe, peu importe, à partir du moment que ça respecte les normes sanitaires pour l'homme humaine, on continue à négocier. Et ça, c'est un gros problème à Bruxelles. Ça n'a pas. Enfin, je me rappelle de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. C'était déjà une revendication des organisations syndicales. Oui, c'est une revendication de la FNSEA. J'ai aussi présidé le COPA pendant 4 ans. Franck en est vice-président aujourd'hui. Mais ce qui est nouveau, c'est que j'ai écouté mercredi 19 la communication du nouveau commissaire, Christopher Hansen, nouveau commissaire en charge de l'agriculture, qui est bien différent du précédent, plus jeune, plus tonique, frère d'agriculteur, connaisseur. Et il a insisté sur ce sujet, et c'est important de le dire. Au niveau européen, ils ont envie de tourner la page du Green Deal. Ils n'osent pas le dire trop fort, mais ils se rendent compte que c'est la fin d'une période. Des objectifs aussi contraignants, ça mettait à mal l'agriculture et la production. Il est écrit aujourd'hui, l'agriculture et l'alimentation sont des secteurs critiques, donc il faut les protéger. Il a dit dans son discours, la sécurité alimentaire est une ultra priorité. Et il a aussi parlé de cette question des échanges en disant, en reprenant d'ailleurs nos slogans, on ne peut pas imposer aux agriculteurs européens des produits qui ne respectent pas, et on va mettre en place des dispositifs pour les vérifier dans les pays qui nous exportent. C'est vraiment ce que l'on attend, sinon on n'y arrivera pas. Moi je vais vous donner un exemple dans le domaine animal. Au Brésil, en Argentine, ils élèvent des bovins avec des antibiotiques en couverture au cas où ils soient malades. C'est-à-dire que c'est comme des antibiotiques activateurs de croissance. L'animal n'est jamais malade, il grossit plus, etc. etc. Ils arrêtent 2 mois avant l'abattage. Impossible de détecter. Ah, il n'y a pas de traçabilité. Voilà. Ah, oui. Impossible de détecter ni dans le poil, ni dans les urines de l'animal qu'il a eu des antibiotiques. Il n'y a plus de traces. Et donc, il est conforme. C'est exactement ce que vient d'expliquer Franck. Ça ne peut pas durer. Et donc, cette expression, elle est nouvelle dans la bouche du commissaire. Maintenant, il faut qu'elle se traduise par des actes. Mais c'est déjà bien qu'ils le disent ainsi. Chère Christiane, la question n'est pas de savoir pourquoi, parce que ça, on a compris. On ne veut pas importer des productions qu'on interdit en France. Des pratiques, en tout cas des productions qui répondent à des pratiques interdites en France. Mais la question, c'est comment? Comment fait-on pour éviter le piège que vous décrivez là? Alors, on ne va pas mettre des agents administratifs partout au Brésil ou en Argentine. Oui, mais ça veut dire qu'il faut... Eh bien si, d'accord. Eh bien si, on n'aura pas le choix. Vu les enjeux, vu les sommes qui sont échangées, on n'aura pas le choix que d'aller contrôler et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut d'une part édicter des règles et le dire, c'est déjà bien. Alors c'est vrai que tout le tapage qu'il y a eu autour du Mercosur, qui est un très vieil accord, je rappelle que ça a commencé à être négocié en 1999. Rendez-vous compte, ça fait 26 ans. Depuis, il y a eu l'accord de Paris, quand même, qui prévaut, que les pays ont signé, même si Trump dit ce qu'il dit aujourd'hui. Depuis, il y a eu aussi la réalité du climat qui change et donc chaque pays doit faire sa part d'effort. On ne peut pas raisonner le commerce comme auparavant. L'empreinte carbone de ces produits qui arrivent d'ailleurs, elle est très mauvaise. Et donc là aussi, il faut que l'opinion soit cohérente, que les politiques soient cohérents. Et ça ne marchera que si on est capable de prouver dans le pays de départ que les choses sont respectées. Michel Dantin, lorsqu'il était député européen, Franck le connaît bien, avait fait une enquête et une expertise sur place. Et il avait dit, au Brésil aujourd'hui, les services vétérinaires sont incapables de prouver que tout est respecté. Ça veut dire, on ne peut donc pas s'assurer que ça sera respecté. Et moi, je vous dis qu'en domaine de charcuterie aussi, aujourd'hui, on a un produit sur 5 en rayon de supermarché qui est importé. Il y a 5 ans, il n'y en avait pas. Ça veut dire que les distributeurs eux-mêmes vont chercher ces produits parce qu'ils sont moins chers. Toujours la guerre des prix au détriment des entreprises et des producteurs français.
Alors, je reviens malgré tout à nos sujets. On s'éloigne un peu, mais on parle du libre-échange. Mais le libre-échange, c'est un élément de l'équation. Eh ben on le ressent directement jusque dans nos fermes, complètement. Ça fait partie des difficultés, puisque c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment vous les surmontez? Juste une question, là aussi un peu naïve, sans doute, Christiane Lambert. Quand vous avancez tous ces arguments dans les box de négociation, dans la grande distribution, est-ce qu'il y a un écho? Il y a un écho sur les plateaux télé. Enfin, il y a un peu de patriotisme ou pas? Non. Pas suffisamment. J'ai vu que le premier distributeur se payait des pleines pages de pub sur les alliances locales. Oui. Ça représente 2% de ses ventes. Là, il y a un grand rush qui se prépare avec Madame Le Marchand, de L'amour est dans le pré. Son prénom, je l'ai oublié, Karine oui. Le Marchand, pour dire on va faire quelque chose, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils devaient tous y être. Je vois que Leclerc et Lidl n'y sont pas. La réalité, c'est que l'amour est dans le pré, c'est peut-être vrai, mais l'amour n'est pas dans les box du tout. Oui. Dans les box, c'est toujours aussi violent, c'est toujours aussi difficile. Et les entreprises nous disent, aujourd'hui, on a des acheteurs qui sont bien loin du discours plateau télé de certains distributeurs. Et puis quand Michel-Édouard Leclerc a communiqué dans Les Échos cette semaine en disant « j'ai fait une année au sommet », j'ai fait 50 milliards de chiffre d'affaires. Il est à 50 milliards. Oui, mais avec 2% de marge nette, ça fait 1 milliard. Et il publie ça en plein pendant les négociations commerciales. C'est de la provocation. Donc oui, c'est toujours aussi dur. Et le fait d'avoir une centrale en Espagne, une autre aux Pays-Bas, une autre en Belgique, c'est une façon de contourner les lois. Madame Genevard a tapé du poing sur la table et on l'a remerciée. Mais maintenant, il faut que ce soit suivi des... Quelle est précisément sa marge de manœuvre à Madame Genevard? Le dire que je la recevrai d'ailleurs dans le courant de la semaine, Madame Genevard, avec ma camarade Emmanuel Ducrot. Quelle est sa marge de manœuvre? Bon, d'abord, moi je me souviens que De Normandie, qui avait tapé du poing sur la table en janvier, à 10 jours de la fin des négos, ça avait remis un peu d'ordre. Je souhaite que Madame Genevard puisse le faire, et elle l'a dit. Donc maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait des contrôles et des sanctions. Or, aujourd'hui... On a demandé et c'est une bonne chose. Et il faut contrôler et sanctionner. Mais quand il y a une sanction de 5 millions d'euros pour un distributeur, il rigole, c'est son pourboire, c'est tout. Ça n'a pas d'effet. Il faut que ce soit proportionné. Je reviens tout à l'heure avec vous sur le contexte de ces négociations, leur contenu. Je vois que dans vos revendications, il y a aussi le maintien du SRP, c'est le seuil de revente à perte, plus 10, pour éviter la dérive tarifaire, c'est-à-dire la baisse des prix qui est évidemment affaiblit toutes les filières, dont la vôtre. Vous avez dit tout à l'heure que vos coûts de production avaient augmenté. C'est extrêmement spectaculaire. Hein. C'est grosso modo de 10 à 40% selon les secteurs. Alors dans ces conditions, évidemment, on ne peut pas vendre moins cher. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on est un peu dans l'improvisation, je ne vous le cache pas. Vous représentez la volaille française. Vous présentez ? David Lemanour, donc je suis représentant de la FIA et de l'Envol. Bon, très bien. L'Envol, c'est l'association nationale de la volaille. Vous aussi, vous avez été durement confronté à la concurrence qui vient de l'étranger, et notamment la concurrence qui vient d'Ukraine. Tout à fait. Alors, une année particulière, hein, comme on le disait, colère paysanne au début de l'année. Ça se termine par des engagements qui ne sont pas tenus pour des raisons qui tiennent au calendrier politique. Il y a le conflit avec l'Ukraine. On donne un petit avantage à nos amis ukrainiens, si je puis dire. On ouvre les frontières, on simplifie les importations de volailles, notamment. Comment avez-vous résisté à ce vaste mouvement, l'arrivée massive de production moins chère, alors moins disante aussi sur le plan de la qualité, qui viennent d'Ukraine? Comment avez-vous fait? Alors merci de me recevoir. Moins cher, moins disante, c'est une certitude. C'est 2 fois moins cher que le coût de production sur le territoire français. Après, comment on a fait pour résister? Il y a eu la remise en place de contingents qui ont été remis en place avec un... C'est-à-dire des quotas. Voilà, c'est ça. En fait, quotas d'importation. Auparavant, il y avait des quotas d'importation avec un déclenchement de droits de douane. Et quand la guerre en Ukraine est intervenue en 2022, ces droits de douane ont sauté. Et l'année dernière ont été remis des quotas. Et du coup, cette année, on observe quand même une baisse des importations, puisque les quotas n'ont pas été franchis encore. Alors, la vague vient de l'Est, si je peux me permettre la formule. Mais pas que. Mais pas que. C'est ça. Elle vient aussi, elle est transatlantique. Du Brésil. Elle vient du Brésil.
en particulier où c'est de l'ordre de 300 000 tonnes. Les conditions d'élevage sont évidemment pas les mêmes que... C'est pas du tout la même chose. Hein. Et donc si je résume, si je me rappelle bien des chiffres, c'est environ un poulet sur 2 est importé, c'est ça? Tout à fait, 50%, et sur la restauration hors domicile, c'est 80%. D'accord, donc c'est une production de moindre qualité, c'est ça? Tout à fait. Bah, les conditions d'élevage et les conditions de production ne sont pas les mêmes. Bon, vos difficultés, c'est aussi peut-être que vous vous êtes concentré sur la production haut de gamme. Est-ce que je me trompe? C'est depuis les EGA de 2017, il y a eu effectivement un souhait de monter en gamme. Et avec l'inflation, la crise inflationnaire qu'il y a eu ces dernières années, les espèces bio et label rouge ont fortement baissé. C'est de l'ordre de 40% de baisse de volumétrie sur le bio et 15% sur le label rouge. Donc vos difficultés, si je me résume, c'est lutter face à des importations dont les coûts de production sont très inférieurs. 80% du marché de la restauration collective, c'est bien ça. Tout à fait. Et la restauration collective, elle se développe aujourd'hui. Tout à fait. La restauration hors domicile, elle se développe aussi. C'est peut-être des erreurs stratégiques de la filière. Alors, est-ce qu'il y a une injonction politique? Moi, je me rappelle du président de la République, encourager les filières à monter en gamme. C'est bien de monter en gamme, mais il faut aussi produire l'accès, l'entrée de gamme, enfin, j'imagine, non, Christiane Lambert? Parce que c'est là que se situe aussi le volume. Non, au début des états généraux de l'alimentation, c'est vrai que ça a été monté en gamme, et vous tiendrez les marchés, on ne sera jamais compétitif par rapport aux autres pays. La réalité, c'est que les Français, dès qu'il y a eu un plus fort coup d'inflation, ils se sont retournés vers les produits basiques. Là où les bâtiments étaient remplis avec des volailles label, aujourd'hui ce sont des volailles standards. Mais il ne faut pas produire ce que les politiques disent, il faut produire ce que les consommateurs achètent. Oui, mais on est en France, Christiane Lambert. Et ça veut dire aussi qu'il faut être capable de dire, même à une bien-pensance politique qu'on a trop entendue, arrêtez de nous dire montez en gamme, montez en gamme. La réalité, c'est que les Français, ils achètent des poulets étrangers. Leur seule qualité, c'est qu'ils sont moins chers. Et on a le même sujet dans le domaine du porc et de la charcuterie. Donc je pense qu'il faut un retour au réalisme. Il faut un retour au réalisme. Dominique Chargé, le président des coopératives, l'a dit très bien à la rentrée 2024-2025. C'est pas descendre en gamme. Parce que même les produits d'entrée de gamme et de cœur de gamme, ils sont qualitatifs en France. Bien sûr. Et il faut aussi améliorer la compétitivité tant des producteurs que des entreprises. C'est parce qu'on a des règles plus en France et en Europe qu'on est plus cher que d'autres pays dans le monde. Mais comme ces produits viennent sur nos étals, ils nous concurrencent de façon distorsive. Franck Sanders. Oui, ce qui est important, c'est de gérer justement ces accords de libre-échange, parce que l'exemple de l'Ukraine est un très bel exemple. Nous, pour le sucre, c'est pareil. Le sucre a perdu 40% de sa valeur à l'ouverture des frontières avec l'Ukraine. Donc ce qu'on dit, c'est pas aux agriculteurs de porter l'effort de guerre, mais c'est bien l'ensemble de la société. Mais en parallèle, il faut qu'on protège notre agriculture. Donc pour moi, le deuxième point vital par rapport à l'avenir des exploitations, c'est comment on sera en capacité, justement, avec des coûts raisonnés dans nos exploitations, de pouvoir être compétitif sur le milieu de gamme. Vous avez le haut de gamme et le discours qu'on appelle le cœur de gamme. Le cœur de gamme, voilà. Ouais. Et c'est ce cœur de gamme qu'il va falloir viser, à la fois de la volaille, à la fois dans l'ensemble des productions françaises. Et pour ça, il va falloir apporter de la compétitivité à nos exploitations françaises. D'où les différentes lois que vous avez citées, que ce soit la loi d'orientation agricole, que ce soit la loi du sénateur Duplon, la loi Reconquête, donc zéro contrainte vis-à-vis de l'exercice du métier d'agriculteur. En fait, c'est tout cet aspect-là qu'il faut qu'on travaille, qu'il va falloir travailler encore plus fort qu'aujourd'hui. Eh bien, à l'un et à l'autre, Christiane Lambert et cher monsieur, pardon, votre nom m'a échappé. Monsieur Lemanour. Voilà, c'est bien de me le rappeler au passage. Est-ce que nous sommes capables de produire pour le cœur de gamme en France? Est-ce que les conditions économiques sont réunies? À ce jour, pas suffisamment. Mais il y a un enjeu énorme aujourd'hui, c'est que 36% par exemple de la production porcine est détenue par des agriculteurs de plus de 55 ans. Donc ils vont quitter dans les 10 ans qui viennent. Soit on donne des possibilités d'investir, de moderniser, de faire les transitions et donc d'être compétitif et d'avoir du revenu pour les producteurs, et les industriels pourront continuer à tenir. Il y a le même défi. J'ai vu que les volailles communiquaient en disant qu'ils voulaient construire 400 poulaillers. Ça veut dire aussi que les Français
dans les communes, nos voisins doivent comprendre aussi qu'on a besoin de construire, de moderniser, de faire des bâtiments. Un bâtiment d'élevage, ce n'est pas une centrale nucléaire. Un bâtiment d'élevage, c'est soumis à autorisation, c'est hyper strict. Les agriculteurs travaillent bien, mais si on veut effectivement soutenir les territoires, soutenir l'emploi, tous les Français qui viennent visiter le salon de l'agriculture plébiscitent les agriculteurs. Même après les manifestations, il y a eu un fort mouvement de soutien. Ça veut dire qu'aussi dans les communes, il faut être capable de dire cette porcherie, ce bâtiment poulailler, on le veut aujourd'hui. Si on ne fait pas ça, comme la consommation se maintient, Dieu merci, on importera toujours plus de produits. Ça serait quand même un non-sens complet. Bien sûr. Alors oui, il faut appliquer la clause Notre-Dame. On a fait à Notre-Dame les choses rapidement. Oui. On doit être capable de le faire partout. Car aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, ce sont les rapides qui mangent les lents, en fait. Et tout retard pris ne se rattrape pas. Un cas concret, on a construit un bâtiment d'élevage dans notre exploitation, commencé en janvier, mise en service en décembre. Le dossier n'a même pas été traité par la structure qui doit verser la subvention aux 2 jeunes agriculteurs. C'est-à-dire qu'on va plus vite pour construire un bâtiment à 500 000 € que pour traiter un dossier de subvention à 60 000 €. Notre pays est c'est lié à quoi, au passage? Rongé par les lenteurs de l'administration, les pièces à fournir et les lenteurs administratives. Alors, Monsieur Lemanour, on est capable, nous, de produire du poulet cœur de gamme, là, ce qu'on trouve en volume dans les linéaires de la grande distribution? Bien sûr qu'on est capable de le faire, et comme le disait Christiane tout de suite, on a besoin d'implanter des éleveurs. Et le plan, nous, la consommation, elle a augmenté de 10% cette année. La demande. La consommation de viande blanche, de volaille, c'est ça? Tout à fait, de volaille, tout à fait. Et pour suivre cette hausse de la demande, nous avons 100 poulaillers à construire par an. C'est 1 par département. Voilà. Et donc ça, on a besoin d'aller vite parce que c'est 100 par an, donc 400 sur 5 ans. Voilà. Il va nous falloir simplifier les choses. Je rejoins tout à fait ce que disait Christiane tout à l'heure. Il nous reste là 3-4 minutes. J'ai bien compris quels étaient vos problèmes. Je crois que tout le monde l'a compris. Comment vous les abordez, comment vous cherchez à les régler. Mais est-ce que les choses avancent dans ce pays? J'ai envie de vous demander si vous êtes heureux d'être là, au Salon de l'Agriculture, parce que chaque année, moi j'entends les agriculteurs, les producteurs, des éleveurs me dire qu'ils rencontrent des difficultés, puis tous les ans je les revois. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là, quand même. Il y a une espèce de résilience. C'était aussi un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est comment vous faites pour tenir dans un monde que vous décrivez comme hostile. Est-ce que les choses avancent? C'est difficile d'expliquer à un agriculteur ce à quoi il a échappé. En fait, la difficulté, elle est là. C'est que pour moi, à chaque fois qu'on vote une loi, il faudrait en retirer une, mais ça n'est pas le cas. Ah non, c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Donc en fait, il y a tellement de nouveaux problèmes qui arrivent. Et donc, on a quand même avancé sur un certain nombre de dossiers. La loi d'orientation agricole, elle a été validée hier, hein, je crois. C'était hier ou avant-hier. Donc avec quand même une approche, avec des approches qui sont plutôt généralistes. En fait, on n'en est pas encore au cas concret. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrivera à décliner l'ensemble de cette loi en termes d'installation, en termes de formation des agriculteurs, en termes de non-surtransposition vis-à-vis de l'Union européenne, en termes de simplification, des normes. Et donc en fait, là, il va falloir travailler. Je veux dire, là, on a posé le débat. Et puis en parallèle, il y a une autre loi qu'on attend vraiment, c'est celle du sénateur Duplon. Oui, c'est ça. Laurent Duplon, qui est sénateur de la Haute-Loire. Exactement. Agriculteur, lui-même, il est éleveur, hein, je crois. Oui, c'est ça. Laurent Duplon, oui. C'est ça. Alors, cette loi-là, si elle avait été votée déjà au Sénat tel qu'il l'avait proposé, ça aurait été une très bonne nouvelle. Sauf qu'il y a déjà eu des compromis qui ont eu lieu, donc il y a déjà eu un tout petit peu de perte en charge. Moi, ce que j'attends concrètement du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il prenne ses responsabilités. C'est que le président de la République, à travers l'ensemble des annonces qu'il fait au Salon de l'Agriculture, comme vous l'avez dit, la résilience, c'est plutôt lui. Parce que quand on est à côté du président de la République, on a envie de signer. Parce qu'il a une vision, il est en capacité de nous apporter des choses, mais concrètement, dans la réalité, ça ne vient pas. Donc on a besoin de l'Assemblée nationale pour pouvoir voter cette loi et enfin donner justement de la visibilité, de la simplification aux agriculteurs. Christiane Lambert, donnez-nous un peu d'espoir. Est-ce qu'il y a des progrès depuis l'an dernier?
Alors il y a des progrès. Déjà, dire quand même que les productions animales, que ce soit le porc, la volaille, le lait ou la viande bovine, ont eu des meilleurs cours ces dernières années. Les éleveurs s'en réjouissent, les jeunes reviennent, la production laitière redémarre, la production porcine modernise et la volaille y croît. Donc dans le domaine des productions animales, il faut dire qu'il y a de l'espoir. Mais la simplification du dossier ICPE, par exemple, l'installation classée, protection de l'environnement, qui devait évoluer, n'a pas évolué. On a aujourd'hui un système d'autorisation donc lourd à partir de 2000 places, alors que l'Europe dit c'est 3000 places. Pourquoi la France se situe encore au-dessous? On espérait le régler dans la loi, ça n'est pas le cas. Donc on va y revenir. Mais je voudrais finir en disant que partout, les gens se battent et y croient. Et le Salon de l'agriculture, celui-ci, dont le thème est la fierté, doit vraiment être celui où on dit aidez et soyez aux côtés des agriculteurs et des industriels qui veulent maintenir la production en France. On a besoin de ce soutien-là et les politiques devront bouger un peu plus vite. On produit pour nourrir. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Hein. Voilà. On ne produit pas pour le plaisir. Exactement. On produit ce que le client demande, ce que le consommateur souhaite. Parce qu'on ne donne pas d'injonction de ce qu'il faut produire. Ensuite, oui, il y a de l'espoir. La consommation est là. Mais je pense qu'au-delà, pour rejoindre votre propos, où les choses évoluent pas assez vite à mon goût, on fait trop de demi-mesures. Mais après, créer des lois, si on ne les fait pas appliquer, ça ne sert pas à grand-chose non plus. On parle de l'affichage des origines dans la restauration. Il y a un nouveau décret qui est sorti, il ne va pas au bout. Tous les produits ne sont pas dedans et on ne le contrôle pas. Mais on va voir, enfin, c'est un petit progrès. Vous savez, il faut prendre ce qu'on a. Hein. Déjà pas mal. Vous êtes en France, hein, vous l'avez compris. Hein. Oui, bon. Mais on a une si belle agriculture, c'est quand même frustrant de ne pas pouvoir faire davantage. Merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, les meilleurs moments. Et puis, vous la suivez chaque jour. Sur notre chaîne. Demain, nous évoquerons avec Stop Intox la menace d'un hiver technologique avec notamment Pierre Pagès, qui est le patron de SEMAI, qui nous reçoit chaque année sur son stand. Tous nos remerciements. À nouveau, c'était passionnant. Vous avez parfaitement ouvert cette petite série, cette petite saison de Stop Intox. Bonne journée et à demain.